Bonjour, donc nous sommes à nouveau dans une émission de l'Institut de Liberté, et cette fois-ci j'ai le plaisir et l'honneur de vous recevoir. J'en suis très heureux. Je vais pas présenter vous, mais je n'ai pas besoin de vous présenter. Allez-y, dites qui vous êtes. Yvan Rioufol, journaliste. Yvan Rioufol, journaliste, et qui est depuis 20 ans, 30 ans, essaye d'expliquer aux Français ce qui se passe dans la réalité. Et on vous dit sans arrêt, les gens bien pensants, on vous dit sans arrêt que vous avez tort. Et malheureusement, quand on relit leurs anciens écrits et quand on relit les vôtres, on se dit que vous avez eu plutôt raison et ils ont eu plutôt tort. Écoutez, je laisse les lecteurs le décider, c'est pas moi qui le dirai, mais en effet, depuis 30 ans, je suis journaliste au Figaro depuis 30 ans, mais je tiens le bloc-notes du Figaro depuis 2002, pardon. Donc ça fait 18 ans. Mais depuis 2002, chaque vendredi, effectivement, j'enfonce des clous. Alors je vais vous dire l'enfoncement de clous. Dans le fond, j'ai repris une citation que vous avez faite, je crois, dans un de vos livres. Donc le problème de la France, c'est que nous avons des démocrates qui n'aiment pas le peuple, des humanistes qui n'aiment pas les gens, des journalistes qui n'aiment pas les faits, des antiracistes qui n'aiment pas les blancs, des progressistes qui aiment tellement les pauvres qu'ils sont prêts à en faire venir toujours davantage. Donc, oui, grosso modo, je pense que c'est un bon résumé. J'avais écrit ça, je crois, dans la guerre civile qui vient, il y a une dizaine d'années. Bon, je pourrais dire la même chose. Je pourrais dire la même chose, en effet. Oui. Donc, grosso modo, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, si vous voulez, c'est que, comme vous voyez le faire, je présente aussi Jean-Jacques Netter, qui est mon vieux complice en crime, qui est la mémoire, si vous voulez, qui enregistre tout. Donc quand quelqu'un vient, il me sort tout ce que cette personne a dit depuis à peu près le moment où il est né, de son premier cri, quoi. Et donc... d'une façon bienveillante. D'une façon bienveillante, ça dépend. Il y a des gens avec lesquels il n'est pas tellement bienveillant, mais enfin c'est pas grave. Mais de toute façon, c'est toujours parfaitement neutre ce qu'il dit, il cite les gens, ça paraît très bien, je tiens ça de lui, donc ça c'est très important. Et donc je voudrais vous demander un certain nombre de choses, parce que dans ma carrière à moi, j'ai décidé de quitter la France en 1981, quand Mitterrand a mis des ministres communistes. J'ai dit, j'accepte pas, moralement, j'avais pas un rond, etc., mais moralement, j'accepte pas qu'il y ait des ministres communistes, ils ont à l'origine de 100 millions de morts, jamais le Parti communiste s'est excusé ni n'a reconnu ses erreurs, donc en septembre 81, j'étais à Londres, et puis après ça, j'ai passé donc 25 ans à Londres, ensuite 10 ans à Hong Kong, et je suis rentré il y a 5 ans en me disant, mon pays va très mal, mes enfants sont élevés, je veux être sur le bateau quand il coulera, quoi. C'est Mon père a été condamné à mort en 41 par un tribunal militaire parce qu'il était gaulliste, qui était présidé par Dolat de Tassigny. Donc c'est une vieille tradition familiale, si vous voulez, de ne pas se laisser aller à des faiblesses égoïstes. Et donc vous êtes resté pendant de 81 à aujourd'hui. Vous avez donc... En 81, j'étais quand même relativement jeune aussi, j'avais pas de raison de partir. Surtout que je n'étais que journaliste et je ne sais faire que ça. C'est-à-dire que moi je me suis attelé depuis le départ, j'ai commencé dans la presse régionale, à la locale, dans les faits divers, faire les chiens écrasés même. Enfin j'ai fait du droit avant, mais enfin je me suis vraiment attelé à... Ça mène à tout, comme on dit le droit. Ça mène à tout, oui. Et donc moi je n'ai d'autre prétention que d'être le photographe de l'instant. J'essaye d'être un bon photographe, un bon photographe de l'écrit, mais un photographe. C'est-à-dire je fais des papiers qui font des focales, des gros plans sur un certain nombre de petits faits précis pour essayer d'en tirer un ensemble et d'en faire un bloc-notes chaque semaine, si vous voulez. Donc j'essaie d'argumenter avec les faits. Donc je ne m'en tiens qu'aux faits, aux réalités, à la vie des gens et je ne sors pas de là. Donc je ne suis pas, quand on dit de moi que par exemple je suis un idéologue, je ne me reconnais pas du tout là-dedans parce que ce n'est pas la définition que je peux comprendre de ce qu'est un idéologue. Un idéologue, il raisonne avec des formules et des concepts. Moi je vais dans les manifs, je vais voir les gens, je vais dans les cuisines, etc. Un peu moins maintenant parce que... Mais enfin voilà, c'est ça, ma méthode c'est celle-ci. Donc l'idéologie c'est ce qui vous évite d'avoir à penser, mais enfin c'est... Voilà, exactement. Exactement. Donc je m'en méfie énormément. Donc j'ai une question qui est très importante pour vous, c'est ce qui est apparu dans les 30 dernières années qui me laisse absolument pantois, c'est que maintenant il y a des faits, vous vous intéressez aux faits, mais il y a des faits de droite et des faits de gauche. Autrefois quand j'étais jeune, il y avait des faits. Donc, vous avez des faits. Donc, ce qui pour moi est très important, c'est que quand vous débattez avec quelqu'un, vous essayez au départ de faire un état des lieux, de poser les faits en quelque sorte. Et maintenant, quand je fais un débat, pas avec vous, mais avec d'autres, et qui ne sont pas d'accord avec moi, ils n'acceptent pas mes faits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'avais l'impression des faits qu'on n'a pas le droit de dire.
Vous en avez tout un... Par exemple, en France aujourd'hui, il est interdit d'avoir des statistiques sur le nombre d'immigrés qu'il y a en France, par exemple. Interdit par la loi. Et donc c'est difficile de parler d'immigration si on n'a pas des faits au départ. Donc est-ce que vous avez ressenti la même chose? Mais surtout, encore plus aujourd'hui, c'est-à-dire que vous remarquerez qu'aujourd'hui le débat est devenu impossible parce que dès que vous avancez un fait contraire à la doxa, à la pensée dominante, vous êtes immédiatement traité de complotiste. Le complotisme est le mot maintenant bateau qui vous est lancé afin de clore le débat. Par exemple, sur l'épidémie que l'on vit actuellement, on pourrait s'accorder sur le fait, ne serait-ce que sur sa dangerosité, de savoir si vraiment c'est une épidémie aussi mortelle qu'elle. La réalité, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Mais simplement, on vous interdit de le dire parce que déjà, vous ébranlez toute la politique de la peur qui a été développée par le gouvernement, on y reviendra peut-être, etc. Et donc, rien que sur les faits, moi je vois ça dans les émissions de télévision auxquelles je participe, je demande à chaque fois que l'on nous donne le nombre de morts, ou le nombre de contaminés, ou le nombre de ceci et cela. Et vous ne pouvez pas aller jusque-là parce que l'on vous dira que dans le fond, vous voulez minimiser, que vous voulez faire le jeu de je ne sais trop quoi d'ailleurs, et qu'en tout cas, vous êtes un complotiste. Et donc, en effet, il est très difficile pour le journaliste que je suis que d'argumenter simplement sur ce que l'on voit. Et de décrire ce que l'on voit, c'est quelque chose de très compliqué pour un journaliste également, car en fait, le journalisme maintenant, mais c'est une vieille histoire, est malade également de l'idéologie. Et l'idéologie, ça rend aveugle, tout simplement, et ça rend bête. Et donc, c'est pour ça que je me bats de toute ma carrière, je me suis battu contre cette paresse intellectuelle qui est effectivement de vouloir se couler dans la pensée du moment, qui est cette pensée du politiquement correct, on y reviendra peut-être, et qui vous interdit précisément de penser contre vous, peut-être parfois, parce qu'il y a des faits, même pour moi, il y a des faits qui contredisent que j'aurais pu, mes sentiments, mes pressentiments, ou même mes convictions, mais je les accepte tels qu'ils sont. Or, le débat tel qu'il est construit aujourd'hui, avec une somme d'interdits, oblige à rentrer dans des petites cases, et si vous avez des faits qui dérangent, eh bien ces faits sont déclarés comme étant inexistants, ou que celui qui les décrit est déclaré comme étant bon pour le cabanon, parce que c'est presque ça aussi ce qui arrive. Bon pour le cabanon, et donc on n'a pas, et s'il donne ces faits-là, c'est qu'il a des mauvaises pensées, et donc vous vous souvenez le Parti communiste qui disait d'où parlez-vous? Oui, c'est ça. Et donc à partir du moment où vous parlez de cet endroit-là, vous devenez inaudible. Ouais. Mais moi, j'ai été formé en économie à Toulouse, etc. Mais il y avait un homme qui a eu beaucoup d'influence sur moi qui s'appelait Alfred Sauvy. Alfred Sauvy qui était un économiste de gauche, et que j'aimais beaucoup. Et il disait toujours, écoutez, quand vous vous lancez dans une recherche, si vous arrivez à des résultats inverses de ceux auxquels vous vous attendiez, vous devez la publier. Oui. Parce que ça prouve que vous restez intellectuellement honnête. Et Sauvy avait écrit dans un bouquin qui s'appelait, je crois, L'Europe submergée, il y a 30 ou 40 ans, et que vers 2020, l'Europe serait dans une situation impossible vis-à-vis de l'immigration qui arrivait. Donc, mais c'était un homme de gauche, quoi. C'était un peu comme Jacques Ellul, ou etc. C'était des gens qui étaient de gauche, mais qui n'étaient pas malhonnêtes intellectuellement. Aujourd'hui, on a des gens... pour être de gauche, il faut être malhonnête intellectuellement. Donc, écoutez, je ne veux pas jeter de jugements comme ça hâtifs et de jugements moraux, mais simplement ce que j'observe, en effet, c'est qu'il y a des aveuglements volontaires. Alors ensuite, vous y mettez de la malhonnêteté intellectuelle ou pas... Parce que je pense que souvent, ces gens-là ne voient pas qu'ils sont malhonnêtes, simplement, ils ne veulent pas, en effet, se confronter à des faits qui pourraient les ébranler. C'est ceci qui est très exaspérant. Alors, c'est vrai pour tout, c'est vrai pour l'immigration, naturellement. Vous ne pouvez pas discuter sur les chiffres de l'immigration. D'abord, ils n'existent pas, ces chiffres-là. Ils n'existent pas. Donc, on vous interdit même de les avoir. Sur les statistiques techniques, il est inconvenant d'en parler. Sur le nombre de... Alors, il est possible, en effet, de dire qu'il y a des blancs et des noirs quand vous êtes blanc ou quand vous êtes noir, mais vous avez bien vu pour ce scandale du foot, par exemple, d'un arbitre qui désigne un joueur comme étant un joueur noir parmi des blancs, on y a vu un acte raciste parce que c'était un blanc qui le disait. Donc on est dans des absurdités de ce genre-là. Et donc tout revient à une grille de lecture qui est une grille de lecture prédisposée, qui est celle d'une idéologie, alors une idéologie antiraciste, une idéologie qui peut être une idéologie diversitaire, non discriminatoire, enfin toute la logorée de ce qui fait qu'aujourd'hui le politiquement correct a envahi l'ensemble de la politique et l'ensemble des médias. Mais encore une fois, cette manière de voir
s'arrête au seuil des réalités, et les réalités sont têtues. Et donc ce sont les réalités qui aujourd'hui nous rattrapent avec la somme de désastres que nous sommes en train de vivre en direct. En ce direct, sont des désastres qui ne s'arrêtent pas aux désastres sanitaires, c'est les désastres culturels, éducatifs, et économiques. Alors, ce qui nous amène à deux questions, et Jean-Jacques, tu poses une question quand tu veux, bien sûr, hein, parce que là, il est sérieux, mais il est timide. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à ce désastre intellectuel? Pourquoi les Français sont-ils d'un seul coup devenus... pourquoi les classes dirigeantes françaises sont-elles d'un seul coup devenues stupides? Pourquoi mais ceci dit, c'est pas qu'en France, parce que j'ai vu la même chose se passer en Angleterre, j'ai vu la même chose se passer aux États-Unis. Il y a une espèce de nouvelle chose qui s'est introduite dans nos pays, c'est la détestation du pays par sa classe dirigeante. C'est quelque chose parce qu'on le voit très bien avec le Parti démocrate aujourd'hui aux États-Unis, on l'a vu chez nous, et pour la première fois, je crois, dans l'histoire de la France, le roi de France, enfin le président de la République, n'aime pas son pays, ce qui pour moi est quelque chose de bouleversant. Comment peut-on prétendre gouverner un pays si on ne l'aime pas? Il y a eu des mécanismes de subversion, dans le fond, qui ont été mis en place depuis 30 ans, 40 ans, qu'il faudrait étudier de très près, qui reviennent à reprendre les stratégies de ce stratège chinois, dont le nom m'échappe un instant, mais qui disait qu'on peut vaincre Lao Tse, Sun Tse, qui disait qu'on peut vaincre son ennemi sans avoir à l'abattre, simplement en instillant la détestation de soi, le doute sur soi-même, des interrogations sur sa propre existence, et c'est ce qui se passe depuis 30 ans, 40 ans. C'est-à-dire que moi, je daterais ça dans le fond de l'ouverture, enfin de cette nouvelle mondialisation qui a fait en sorte que les peuples ont été amenés à se connaître davantage, et que dans cette nouvelle mondialisation, il a été exigé, mais bon, je résume ça très 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 rapidement, de la part des nouvelles minorités, que les peuples acceptent leur domination idéologique, et cette domination idéologique passe par la culpabilisation de l'homme occidental. Voilà, je résume à gros traits, donc c'est peut-être trop rapide ce que je dis là, mais je pense que c'est cette culpabilisation de l'homme occidental qui a été acceptée par l'homme occidental lui-même et imposée par cette tyrannie des minorités qui a fait que très lentement, l'homme occidental s'est rendu coupable d'abord d'exister et n'a pas jugé utile de défendre ses propres valeurs qui lui semblaient être des valeurs désuètes et surannées face à ces minorités qui leur disaient que ces valeurs-là n'étaient que des valeurs colonialistes, etc. et racistes. Ensuite, il faut parler de ce problème qui est le problème de la lâcheté très générale. J'ai fait un livre en début d'année qui s'appelle Les traîtres. Et les traîtres, c'est pas tellement... il est de dire que notre problème ne vient pas de l'immigration de masse, il ne vient pas de l'islam politique qui est en train de nous déstabiliser, il vient de tous ceux qui, depuis 40 ans, ont laissé venir l'immigration de masse, ont laissé venir cet islam politique, etc. Et ce sont ces traîtres-là qui sont aujourd'hui à mettre en cause et à désigner nommément. Et ces traîtres-là, ce sont tous ceux, dans le fond, qui, depuis 30 ans, 40 ans, nous ont gouvernés et nous ont informés, parce que je fais partie de tous ceux qui sont dans ce système. Je ne me mets pas hors système, même si j'essaie d'être à contre-courant, bien entendu. Et donc, il faut analyser, mais c'est une analyse qui ne peut pas se faire comme ça en 2 minutes. C'est un mécanisme complexe de lâcheté collective, de traîtrise collective, de culpabilisation collective. Il y a eu très peu de personnalités qui se sont élevées pour dire qu'on allait trop loin. Celles qui le disaient, immédiatement, étaient taxées d'être racistes, etc. Enfin, toutes les infamies que l'on connaît. Donc cela, il faut vraiment avoir le cuir épais. Et dans le journalisme, moi j'ai connu ça plus particulièrement, parce que dans le journalisme, nous n'étions pas beaucoup, et nous ne sommes toujours pas beaucoup à alarmer sur ceci, parce que ce que je décris là, je m'y suis opposé depuis le début, depuis 30 ans au moins que je tiens maintenant des chroniques. Depuis 30 ans, j'alarme justement sur ce renoncement très général des élites à se défendre et à défendre leur identité collective, une identité française en l'occurrence, ou des identités d'autres pays. Anglaise ou n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Mais là, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça me rappelle quelque chose des expériences qui ont été faites dans les années 60 ou 70 aux États-Unis, psychologiques, c'est dans la psychologie de masse. Vous mettez dans une pièce 15 personnes, puis il y en a 13 ou 14 qui sont des complices, et il y en a une qui n'est pas au courant. Et donc vous mettez, vous mettez par exemple 3 bâtons sur le mur, comme ça, et vous dites lesquels les deux sont les mêmes, sont la même taille. Mm-hmm.
Et les 13 premiers, qui sont les complices, disent que 2 bâtons qui, à l'évidence, ne sont pas de la même taille, sont les mêmes. Et vous instillez le doute à la fin. Et à la fin, il y a 80% des gens, du gars qui n'est pas au courant, qui disent que les autres ont raison. Et il y a 20% des gens, toujours la loi de Pareto, si vous voulez, qui disent « Ah ben non, mais pas du tout, c'est ces deux-là ». Et donc, les 80... Et on appelle, dans la psychologie de masse, comme ça, on appelle ces gens-là, ceux qui résistent, les résistants. C'est-à-dire que dans le fond, ce que nous avons, c'est que nous avons des gens, des complices, qui depuis 50 ans disent des mensonges, et au bout d'un certain temps, les gens n'osent même plus dire, vous savez, c'est l'empereur est nu, quoi. Donc on a devant nous un cas parfait de gens qui... et une fois que vous avez dit que les deux qui étaient les mêmes n'étaient pas les mêmes, que vous avez accepté ça, vous avez un gros problème. C'est que vous avez montré que vous étiez lâche, et vous avez montré que vous ne voyiez pas clair. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, je le vois dans le cas du Covid, c'est un désastre terrible, et dans les marchés financiers, il y a quelque chose qu'on appelle l'erreur du trader, si vous voulez, quand il fait une grosse boulette, il double sa mise. Et à ce moment-là, il fait sauter sa banque, c'est la Société Générale, c'est Barings, etc. Donc, when in trouble, double, c'est le vieux truc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que notre gouvernement a fait une boulette gigantesque en mars-avril, et ne sait plus comment s'en sortir. Oui, bien sûr. Et il ne sait plus comment s'en sortir. Il est paumé, il est en train d'essayer. Il me rappelle une guêpe, vous savez, sous une cloche de verre, là, qui se tonne dans tous les sens. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait tout pour éliminer les résistants. Qui sont les alertes. Qui sont les porteurs d'alerte. Pour résumer, moi, tel que je vois les crises, elles pourraient se résumer d'abord par une crise très collective de l'intelligence, on en a parlé très rapidement, mais par une incapacité qu'ont aujourd'hui les élites à se colter aux faits. Je reviens toujours à cela, pardon, parce que c'est ma grille de lecture, et d'être en accord avec la vie des gens, avec la réalité. Ça se voit dans le monde politique, où l'on voit bien que le grand séparatisme n'est pas tellement le séparatisme entre le monde islamique en France et le reste de la société, c'est le séparatisme entre les élites et le peuple. On voit bien qu'il y a une incompréhension terrible, et ce séparatisme-là s'aggrave. Et puis l'autre séparatisme dans cette crise sanitaire, ça a été également de la même manière, cette incapacité qu'ont eu les technocrates, les bureaucrates, les élites également, à regarder quelle était la réalité de cette pandémie, cette épidémie, cette pandémie si vous voulez, et de voir comment on pouvait y répondre sur le terrain. Ce qui est tout à fait flagrant et absurde, c'est de voir que, à nouveau, l'État centralisateur, directif, jacobin, applique de haut et sans nuance une politique qui pourrait être élaborée plus sur le terrain, et en interdisant en plus aux acteurs de terrain, je pense aux médecins de terrain, d'appliquer leur propre thérapie. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier dans cette crise-là qu'il y a eu un scandale qui a été celui d'interdire à des médecins de prescrire un certain nombre de médicaments qui ont été jugés inefficaces par le système. Je parle de l'hydroxychloroquine, mais enfin, c'est pas le sujet du moment. Et donc, on voit bien que ce dogmatisme-là a été au point de criminaliser, de faire des dissidents, de simples médecins de terrain qui voulaient simplement soigner. Et je crois que c'était la première fois dans l'histoire de France que il y avait une directive qui sortait du gouvernement interdisant l'usage de certains médicaments, parce que d'habitude, je connais un certain nombre de médecins, ils ont la liberté de prescrire. C'est la liberté de prescrire, c'est une des libertés fondamentales. Et on leur a retiré comme ça. Et si vous voudrez vous poser une autre question, donc c'est que depuis que cette crise a commencé, enfin 2 ans, etc., il y a un recul de nos libertés fondamentales qui est inimaginable. C'est inouï. Nous vivons une crise de la démocratie qui devrait normalement horrifier tous les démocrates qui se prétendent démocrates. Or, vous remarquez, je le vois très régulièrement quand j'en discute sur les plateaux de télévision, vous remarquez que ceux qui se présentent comme étant progressistes, et donc démocrates, ont une totale indifférence sur les atteintes répétées aux libertés qui sont celles qui s'accumulent aujourd'hui. Les atteintes à notre liberté d'aller et venir, cela va de soi, les atteintes à la liberté de prescrire, les atteintes à la liberté d'enseigner pour interdire aux familles d'enseigner, de donner leur enseignement, les atteintes aux libertés de culte, les atteintes aux libertés de la presse, de la liberté d'expression. Vous avez une avalanche d'atteintes aux libertés qui m'ont fait dire que nous vivions dans une sorte de macrocrature, enfin de démocrature, de macrocrature, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'appétit tyrannique, despotique en tout cas, chez notre président de la République. Mais depuis le départ, j'ai fait cette analyse depuis le départ, et je trouve que il y a une sorte d'avachissement, d'indifférence en tout cas, de la part de ces prétendus démocrates
qui sont incapables de se lever face à ces atteintes insupportables à nos libertés. Alors on nous dit que ce sont des libertés naturellement qui vont revenir, mais quand vous portez atteinte à des libertés, elles ne reviennent jamais au même niveau. Donc je crains que effectivement notre démocratie s'abîme terriblement et je constate qu'il y a assez peu de défenseurs de cette démocratie-là. Donc quand j'entends le gouvernement ou d'autres décrire les démocraties hongroises ou polonaises comme étant illibérales, c'est nous qui sommes devenus des régimes illibéraux, si on doit regarder la définition, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de liberté d'expression, il n'y a plus beaucoup de liberté de la presse, enfin, dans la mesure où le gouvernement multiplie les projets de loi pour essayer d'interdire des expressions sur l'Internet, etc. On a fait un diagnostic, on avance, et je vais vous donner mon impression. Moi, Français qui aime ce pays, je suis revenu donc il y a 5 ans, j'ai l'impression, c'est ce que je dis souvent, que nous sommes devant un feu de tourbière. C'est-à-dire que quand vous regardez la France, vous savez les feux, quand vous avez de la lignite en dessous, qui d'un seul coup il y a un feu qui part là, puis un autre qui part là, puis un autre qui part là. J'ai l'impression d'un pays qui est en convulsion profonde. Et il y a des feux de tourbière qui partent partout. Ce pays, d'abord, est dans un état de souffrance totale, et ensuite, il manque complètement de quelqu'un qui lui dit quelle est la vérité, le logos grec, vous savez, qui parle, qui dit les faits. Voilà, qui dit les faits, et personne ne peut... Et donc, la question que je vais vous poser, puisque vous êtes un observateur de la vie politique et de la vie économique et tout, comment on réussit à sortir de ce magma du langage? On a tué notre langue commune, et maintenant les Français ont du mal à communiquer les uns avec les autres, simplement parce qu'ils n'ont plus les mots, on leur a enlevé. Je crois que nous avons 2 alliés, enfin nous, je dis nous, parce que on est à peu près dans le même état d'esprit de ce qu'est aujourd'hui la société. Nous avons 2 alliés. D'abord les réalités qui s'imposent d'elles-mêmes. Maintenant, vous avez beau nier les réalités, elles sont là. Et donc, du coup, sauf à être effectivement, en effet, totalement irresponsable ou très malhonnête, vous ne pouvez plus nier les réalités. Les réalités, ce sont les guerres civiles qui viennent, c'est le communautarisme, c'est l'islamisme. Sur les guerres civiles qui viennent, c'est l'islamisme, c'est la faillite faillite économique. Tout ceci, maintenant, c'est sous nos yeux. Donc, ceux qui sonnaient l'alarme depuis 30 ans ont raison. Désolé. Et la faillite de l'Europe. Et la faillite de l'Europe. Depuis 20 ans, tel qu'on l'a changé il y a 20 ans. Ça, c'est un allié fondamental dans le combat qui est amené. Et le deuxième allié, me semble-t-il, mais là, c'est peut-être moins évident, c'est effectivement cette répulsion qui gagne une grande partie de la société, avec ce paradoxe qu'il y a au cœur de la société civile une sourde révolte, ces tourbières qui sont prêtes à prendre feu naturellement, on l'a vu avec les Gilets jaunes, et en même temps une apathie générale également. Donc il y a ces deux mouvements a priori contradictoires d'une sorte de lassitude très générale de l'opinion française qui a baissé les armes, qui ne va plus voter, qui ne rentre plus dans les débats, et puis en même temps une éruption qui est prête à enflammer la société. Moi, je suis de ceux qui pensent que la société... alors, elle m'inquiète quand elle cautionne, par exemple, cet ordre sanitaire qui demande de mettre des pantoufles et de se mettre un thermomètre dans les oreilles toutes les 2 minutes. Mais je pense que cette société-là est prête, malgré tout, à reprendre son destin en main, son destin politique, son destin sanitaire également, d'ailleurs. Simplement, il lui faut pour ceci un élément déclencheur. Alors, pour les Gilets jaunes, ça avait été une bagatelle. C'était cette taxe mal foutue qui avait suscité la colère de cette France oubliée. On a vu que ce n'était pas suffisant et que cette France oubliée, qui avait été très malmenée par le pouvoir, est rentrée chez elle, est rentrée dans ses provinces. Mais je crois que cette révolte-là est toujours là, et c'est celle-ci qui me fait espérer que le peuple français, mais je n'espère plus rien, vous l'avez compris, des élites et de leurs représentants actuels, mais que le peuple français peut encore être celui qui peut se réveiller à temps pour sauver ce qu'il reste de la France. Et je fais confiance. On disait qu'il y avait une crise de l'intelligence, c'est vrai, mais je voudrais faire confiance à cette intelligence collective, ce qu'on appelle l'intelligence collective, qui est donc l'intelligence de chacun, qui, sur des grands sujets, peut exprimer des opinions et des opinions raisonnables. Le peuple est raisonnable, le peuple n'est pas un abruti, la foule fait peur, mais le peuple est raisonnable. Et moi, j'attends aujourd'hui d'un gouvernement qu'il questionne ce peuple raisonnable, cette intelligence collective. Alors, à travers naturellement des référendums, ça va de soi, mais peut-être également à travers d'autres
d'autres manières de questionner plus régulièrement à travers des techniques nouvelles sur cette intelligence collective qui pour l'instant est une sorte de friche qui ne demande qu'à s'exprimer, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux ou sur d'autres manières, ou sur des télévisions alternatives, ou sur des sollicitations qui peuvent permettre les nouvelles techniques. Il y a une lueur d'espoir. Hier soir, il y avait le président de l'Air Liquide, M. Bernard Potier, qui expliquait de façon totalement nouvelle le problème de l'hydrogène, qui est un merveilleux sujet, puisqu'il est à cheval sur les énergies, l'écologie, la politique, l'économie. Donc c'était un président expliquant très pédagogiquement le problème de l'hydrogène, la nécessité de mettre en place une politique qui coordonne les initiatives locales, les initiatives de chaque pays, une coordination au niveau de l'Europe et aussi mondiale, puisque lui est président du Conseil régional de l'hydrogène. Il y avait un immense respect pas des téléspectateurs, puisqu'ils regardaient ça sur Internet, qui pouvaient poser des questions, et c'était à des années-lumière en avance de ces espèces de débats citoyens auxquels on a assisté, avec des résultats misérables et totalement inapplicables. C'était d'une grande beauté, et on adorait avoir être dirigé par plus de gens comme ça. Je pense que tout est à inventer sur les ruines de ce qu'est aujourd'hui cette démocratie représentative. Il ne faut pas la rejeter, je ne dis pas du tout cela, mais il y a autre chose. À travers cette démocratie représentative, il y a d'autres éléments qui peuvent amener à ce que Ségolène Royal avait appelé la démocratie participative. Elle a beaucoup de défauts, mais elle avait eu cette intuition quand même de dire que malgré tout, il y avait des réseaux alternatifs, et moi j'y crois beaucoup, de ces nouvelles démocraties qui peuvent alimenter précisément une terre qui est devenue aride à cause de cette crise de l'intelligence des élites, enfin de ce conformisme accablant. Et je pense que, si l'on parle des solutions, de comment en sortir, je crois qu'il faut absolument solliciter toutes ces nouvelles techniques de réseaux sociaux, de nouvelles télévisions, de nouvelles radios, d'autres choses, j'en oublie. On pourrait mettre sur tous nos ordinateurs avec un blockchain où on vote oui ou non. Ne serait-ce que ça. C'est facile à faire, on n'a pas besoin d'un. Je suis ouvert à tout, oui, ne serait-ce que ça. Oui, mais vous savez, ça garantit la totale. Donc, oui ou non, vous votez pour cette mesure, et puis comme ça, on a... Oui, mais il faut sortir de la question à choix multiples et des cases à cocher. Il faut respecter les gens. Ce que faisait hier le président de l'Air Liquide, c'est tout de même d'expliquer des choses difficiles à un grand public. Et alors, l'Air Liquide le fait depuis des dizaines et des centaines d'années, enfin au moins 150 ans, parce qu'ils ont un respect de l'actionnaire, et que depuis 150 ans, ils font des assemblées où ils expliquent à leurs actionnaires ce qu'ils font, et c'est dans leur ADN. Oui. Il faut un respect, en quelque sorte, je vais dire un truc idiot, mais il faut aimer le peuple. Il ne faut pas avoir peur du peuple. Bien sûr, mais il faut même être, j'irai plus loin, il faut même être populiste. Si populiste, c'est simplement être démocrate, et dans le fond, et d'écouter le peuple. Et je pense qu'il faut également renouer avec la raison. C'est-à-dire qu'il faut, de mon point de vue, il faut absolument prendre le large vis-à-vis de ces nouvelles religions successives, qui sont les religions des droits de l'homme, la religion du tout sanitaire, la religion du tout scientifique, etc. Ou de l'écologie, où la raison pure, la raison n'a plus sa place, dans la mesure où elle est évacuée à cause de ces croyances qui sont des croyances imposées. Et donc, nous vivons depuis 30 ans sous une succession de croyances imposées et qui sont naturellement, qui ne correspondent à rien, parce que ces croyances produisent, elles seraient formidables si elles avaient produit des choses intéressantes, mais elles ne produisent que des désastres. Il suffit de voir dans quel état on est. Et donc, il est temps aujourd'hui de chasser tous ceux qui ont produit ceci. Il faut chasser ces idéologies, il faut chasser les promoteurs de ces idéologies, ces fossoyeurs-là. Du balai, je ne cesse de lancer ce mot d'ordre-là dans des tweets que je peux faire, je le fais un petit signe à la fin qui s'appelle du balai. Et je pense que ce grand balayage-là est essentiel afin que l'on puisse reconstruire quelque chose de nouveau avec l'appui naturellement d'une démocratie revivifiée, mais d'une démocratie, je ne veux surtout pas, et d'une liberté d'expression totale,
afin d'essayer de faire confiance à cette intelligence collective qui puisse être représentée par des courants et peut-être aussi par un homme ou par une femme, bien entendu. Je ne dis pas qu'il faudra quand même un autre représentant mais qui soit issu en tout cas d'un diagnostic plutôt que de penser qu'il faudrait un homme providentiel. Moi, je ne crois plus à l'homme providentiel, ça se saurait. Et l'homme providentiel ne peut être que le produit d'une nouvelle approche. D'une nouvelle approche de ce qu'est. D'ailleurs, l'homme providentiel de Gaulle en 1940, il y avait peu de gens qui le suivaient, hein, ils étaient 120, oui. Je crois. Donc, si vous voulez, il est devenu l'homme providentiel. Les envergures, vous voyez bien que les envergures des hommes politiques aujourd'hui ne vont pas à la cheville de Gaulle ou. Non, c'est d'ailleurs un des. Donc, on est devant ce paradoxe, si vous voulez, c'est que ces gens qui nous gouvernent sont incapables de gérer notre pays, comme on le voit tous les jours, c'est ce que vous dites. Mais du coup, font une espèce de fuite en avant pour essayer de nous imposer un État européen qui a été complètement nul aussi pendant la crise du Covid. C'est-à-dire que tout le monde essayait de se barboter les masques ou les médicaments. Je veux dire, la solidarité européenne, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle n'était pas là, quoi. Donc, quelque part, à cette crise politique en France se greffe aussi une crise politique européenne où il y a eu une volonté de créer un État européen dont les nations européennes ne veulent pas, de façon générale, et ça empêche en quelque sorte nos pays de bouger. Par exemple, je ne crois pas une seconde que la France puisse se réformer si on garde l'euro. C'est complètement impossible, puisque, si vous voulez, quand l'euro est sorti, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », qui avait fait 30 000 exemplaires, ce qui paraît-il était bien à l'époque, et dans lequel je disais, ça va faire trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Bon, on y est, ça marche pas, c'est en train de détruire toute l'Europe du Sud. L'Allemagne va faire faillite parce qu'elle a prêté 1000 milliards d'euros à des gens qui ne la rembourseront jamais. Nous. Donc ça s'appelle les target balance. Donc, si vous voulez, on a une double crise. On a une crise domestique, une crise internationale, qui est la structure européenne. Et c'est cette crise internationale qui empêche la structure domestique de prendre des bonnes décisions, en quelque sorte. Oui. Et donc là, c'est un vrai débat, mais on ne doit pas faire simplement sauter la France, quoi, je veux dire. Oui, mais il y a justement, sur ce sujet-là, comme sur l'autre, il y a une sorte de petite délectation à voir que les faits, à nouveau, imposent leur solution. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est que les mondialistes qui pensent pouvoir imposer leur dogme aux souverainistes, si vous voulez, se sont rendus compte à travers la crise du Covid qu'ils devaient également eux-mêmes se convertir au souverainisme. Parce que ce sont ces mêmes mondialistes, Macron par exemple, qui a redécouvert les frontières, qui a redécouvert qu'il fallait se calfeutrer, qu'il fallait se protéger, qu'on faisait pas de médicaments en France. Qu'on ne faisait pas de médicaments en France, qu'il fallait en refaire, etc. Donc il y a eu également cette leçon qui a été portée au cœur même du discours mondialiste, de dire que dans le fond, face à des menaces extérieures, il n'y avait rien de mieux que de retrouver la nation, sa frontière, ses souverainetés, ses protections, etc. Donc c'est assez réjouissant de voir que, encore une fois, c'est pour ça que je dis que les faits sont importants, pardon de me répéter, mais vraiment j'insiste beaucoup là-dessus, les faits, et même sur cette crise du Covid, obligent les mondialistes qui pensaient faire la leçon à tout le monde, à revoir leur position, car je crois qu'aujourd'hui, l'histoire ne s'écrit pas par les mondialistes, elle s'écrit au contraire par les souverainistes. Elle s'écrit, moi je parle des enracinés et des déracinés, j'oppose les deux, mais on peut dire les mondialistes ou les souverainistes. La formule, vous savez, qu'on utilise en Polynésie. En Polynésie, il y a deux sortes d'hommes, les hommes des arbres, ceux qui se mettent sous le palmier et qui attendent que la date tombe, ou je sais pas quoi, et puis il y a les hommes des bateaux qui coupent l'arbre et qui vont voir si de l'à côté est pas mieux. Mais on a une vraie guerre depuis 30 ans entre les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Et à mon avis, les hommes des arbres sont en train de gagner. C'est-à-dire que les hommes des bateaux, maintenant, ils sont déconsidérés partout, si vous voulez. Trump contre Biden, c'est les hommes des arbres contre les hommes des bateaux. La sortie du Brexit, c'était la même chose. On revoit partout surgir auprès de mon arbre, je vivais heureux. Vous savez, la chanson de Brassens. Oui, bien sûr, mais c'est normal parce qu'on se rend compte que ce mondialisme-là qu'on aurait pu applaudir en disant qu'il apportait des choses formidables. Et effectivement, cette concurrence par exemple, sur les vaccins, cette stimulation, ces initiatives privées peuvent produire des bonnes choses. Pour l'instant, les vaccins ont encore un doute, mais là, on voit bien quand même que la grande brutalité de la mondialisation incite naturellement les peuples à se protéger. C'est tout à fait normal. Et donc, c'est simplement une sorte de réaction de survie
qui oblige face à cette mondialisation arrasante, à cette société ouverte que veut promouvoir Soros et compagnie, qu'il y a un devoir, presque une obligation pour les peuples à se protéger de ceux qui voudraient les voir disparaître dans un grand mélangisme, dans une grande société multiculturelle, qui est une société multiconflictuelle qui d'ailleurs s'est installée chez nous sans que nous n'ayons eu notre mot à dire. C'est aussi ça le grand scandale. Nous n'avons pas discuté du tout sanitaire, mais nous n'avons pas discuté non plus de la société multiculturelle qu'on nous a imposée. Et donc, il va falloir quand même qu'un jour ou l'autre, nous demandions des comptes à tous ces élites, à tous ceux qui étaient censés parler en notre nom, qui ont fait une politique qui n'était pas une politique qui était désirée. Enfin, il ne me semble pas que les Français aient voté pour cette société multiculturelle. Pas du tout. Alors, je voudrais aussi, quand même, parce qu'on m'a fait des grands signes pour que je devais parler de votre livre, ce qui m'a fait le plus grand plaisir d'ailleurs, parce que ce livre, il est là, et c'est dans le fond vos chroniques. Oui, ça, ce sont mes bloc-notes. Oui. Vous avez vos bloc-notes et tout. Vous suivez, dans le fond, ce qui est intéressant avec un livre comme ça, c'est que vous suivez la pensée de quelqu'un au travers des événements réels. Donc c'est pas facile à écrire pour une raison très simple, c'est que si vous avez dit des bêtises, elles sont là, quoi. Voilà. Je ne change rien, hein. Naturellement, rien n'est changé. Et donc j'applique la méthode de Madame de Sévigné, pardon, c'est trop prétentieux, mais de toujours reprendre les petits faits vrais, une succession de petits faits vrais, disait-elle. Une succession de petits faits vrais. Mais ça ne s'arrête pas à une succession de petits faits vrais, parce que j'essaie quand même d'y mettre effectivement une logique, et puis j'essaie de monter un petit peu plus haut pour essayer de voir l'horizon de temps en temps quand même, pour essayer à travers ces faits-là, de me projeter dans l'avenir et d'essayer de voir quelles sont les lignes directrices. Si on prend votre livre, on se rend bien compte tous ces petits faits vrais que vous mettez en lumière, ils dessinent des lignes de tendance, des lignes de force en quelque sorte, qui ne sont pas viables. Ils nous amènent à une rupture quelque part. Devant nous, on ne sait pas très bien quand, on ne sait pas très bien comment, mais il y a certainement une rupture. C'est ce que vous dites en tout cas. Oui, mais bien sûr, mais j'apporte, pardon de parler de moi, j'ai horreur de ça, mais j'apporte une certaine visibilité. C'est-à-dire que dans ces chroniques-là, j'avais annoncé l'élection de Trump dans les chroniques d'auparavant, j'ai annoncé la révolte des Gilets jaunes, non pas au mois près, mais j'avais annoncé que cette révolte-là, et là j'annonce effectivement la suite d'une sorte de révolution civilisationnelle, parce que je pense que celle-ci arrivera, peut-être demain, peut-être plus tard, mais on voit bien que la société est arrivée à un carrefour et qu'elle ne peut pas aller au-delà de ce qu'on lui a demandé, sauf à disparaître. Mais je ne pense pas que les Français soient disposés à disparaître. Et même si c'est arrivé dans l'histoire, même si toutes les civilisations chrétiennes, même si effectivement, même si effectivement ils sont incités à mettre leurs pantoufles plutôt qu'à sortir dehors et à se défendre. Mais moi, je fais le pari que ceux-ci vont se défendre. Je l'espère même, en tout cas. Et donc, voilà, donc dans ce livre-là, ce sont donc des chroniques, bien entendu, mais au-delà de la chronique, c'est effectivement une sorte de vision que je peux proposer, une vision rationnelle. C'est pas du tout quelque chose que j'invente, une vision... si on doit poursuivre les lignes, comme dans les dessins d'enfants, vous savez, on poursuit les lignes pour faire un dessin, et le dessin arrive... On voit le dessin qui arrive à la fin, c'est pas joli. Voilà. C'est pas joli. Pour vous parler des pantoufles, il y a un mot de Bernanos que j'adore qui dit « c'est pas les bruits de bottes dans l'histoire qui font des dégâts, c'est le glissement feutré des pantoufles ». Absolument, voilà. Et voilà, mais je crois que on va peut-être conclure cette émission, mais ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on essaye de faire à l'Institut de Liberté, ce que vous faites au Figaro, ce que vous faites partout, c'est pas des bruits de bottes, mais c'est de dire aux gens « le glissement feutré des pantoufles, ça va bien ». Maintenant, il faut quand même regarder la réalité en face, et il faut avoir du courage. Il faut dire aux gens, ça va plus. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Et parce que si on le fait pas, je sais pas si on gagnera, mais en tout cas, si vous voulez, il y a rien de pire que les batailles qu'on a perdues sans les avoir livrées. Il y a une exigence de courage, vraiment avoir le courage, voir le courage de voir. Ça doit être le titre de votre prochain livre. Avoir le courage de voir ce que l'on voit, disait Peggy, et avoir le courage de répondre aujourd'hui par des solutions concrètes et en laissant tomber toutes ces idéologies qui nous ont mis dans cette panade depuis maintenant. Et en faisant appel au peuple, en lui demandant bien sûr, sans arrêt son avis, parce que les décisions qui vont être prises sont très dures. En redécouvrant et la liberté et la démocratie. C'est pour ça que je ne me reconnais pas du tout dans les caricatures qui peuvent être faites de ces populistes qui, soi-disant, remettraient en cause la démocratie. Tout au contraire, le populisme tel que je le comprends, c'est une appétence pour une nouvelle démocratie, au contraire. Exactement. Et de donner la parole au peuple, parce que le peuple est le seul souverain.
depuis qu'on a guillotiné le roi. Et puis c'est le seul à savoir exactement quelles sont les difficultés qu'il a à vivre, les décisions qui ont été prises en son nom, parce que c'est lui qui est au cœur du problème, qui est au premier rang au front. Écoutez, merci beaucoup. Je suis très intéressé. Je crois que je ne peux pas penser qu'il ne va pas se passer quelque chose d'important. Je pense également, comme vous, qu'on ne peut pas suivre ainsi cette sorte de... Et que les élites actuelles sont autistes. Oui. Elles n'écoutent pas, elles n'entendent pas, elles ne comprennent pas. C'est là ce qui me surprend beaucoup, mais c'est quand j'étais enfant, si vous voulez, les élus connaissaient les Gascons, ils connaissaient leurs électeurs, etc. Aujourd'hui, vous avez une classe là-haut qui n'a plus aucun contact avec la France. Ils connaissent les gens à Londres, à New York, etc. Mais ils connaissent plus le paysan français, le gars qui vit en Gascogne, qui vit en Moselle, qui vit... Mais vous savez, cette crise du Covid qui donc empêche les contacts, reflète en fait ce qu'est également ce gouvernement qui n'a pas non plus le contact, il ne sait pas ce que c'est que le contact des peuples avec le terrain, et il reproduit à travers ces interdits qui nous obligent à se replier sur nous-mêmes, etc. Et vous voyez, le paradoxe, c'est de voir que En Marche, ce parti En Marche était devenu un parti tellement immobile que c'est un parti qui vous somme maintenant de rester chez vous. Et donc, toutes ces contradictions apparaissent, et c'est assez amusant, dans le fond, si on peut s'en amuser, c'est assez amusant de voir que cette crise du Covid révèle toutes les malversations intellectuelles. Oui. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été. Merci. Merci beaucoup.